Bonsoir et merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Voici les titres. L'activité économique commence à reprendre ses droits en ces temps de crise sanitaire. De nombreuses entreprises ont repris du service dans le strict respect des mesures de prévention et de sécurité dans le but de protéger les employés. Nous verrons l'exemple dans une unité de textile à Casablanca. Les agents de nettoyage, une mission vitale pour la salubrité publique en ces temps de pandémie et de canicule. Ils bravent le danger pour nettoyer nos rues. Nos équipes ont passé une demi-journée avec un agent de nettoyage exerçant à Rabat. Nous suivrons un reportage sur les coulisses d'un métier qui n'est pas de tout repos. Et puis une petite échappée pour respirer un peu d'air frais en ces temps de forte chaleur. Ça sera en fin de journal. Nous irons au Val de Oued Tizgit dans le Moyen Atlas. Sa diversité floristique et phonétique en font un lieu privilégié pour les écotouristes. Un site d'intérêt biologique reconnu, rappelons-le, site Ramsar depuis mai 2019. Et puis nous serons en direct avec professeur Jalal Tawfiq, professeur psychiatre et vice-président de l'organe international de contrôle des stupéfiants pour parler des effets psychologiques du confinement. 24 nouveaux cas d'infection au coronavirus confirmés au cours des dernières 24 heures, portant à 7601 le nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé. Le nombre de personnes déclarées guéries s'est élevé jusqu'à ce soir à 18h à 4978 avec 97 nouvelles rémissions, alors que le nombre de décès est resté stable à 202. Aucun nouveau décès n'ayant été recensé ces dernières 24 heures, indique le docteur Mouad Marabout, directeur du Centre national des opérations d'urgence au ministère de la Santé. Et petit à petit, l'activité économique reprend ses droits. De nombreuses entreprises ont repris du service dans le respect des mesures de prévention et de sécurité sanitaire, et ce, dans le but de protéger les employés. Voyons l'exemple dans une unité de textile à Casablanca. Le reportage est signé Fatna Tabout, Achour Ben Saoud et Zakaria Moukhimbillah. La zone industrielle Moulay Rachid à Casablanca. Après plusieurs semaines de fermeture, cette unité de textile reprend du service. À l'entrée, les employés doivent se désinfecter avant de regagner leur poste de travail. À l'intérieur de l'usine, des agents du service d'hygiène s'activent à aseptiser les lieux. Une batterie de mesures accompagne la reprise de l'activité économique afin de protéger les employés de toute contamination. Le matin, avant d'accéder à l'usine, nous désinfectons nos chaussures sur des tapis pédiluvives et nos mains avec du gel hydroalcoolique. On se fait aussi mesurer la température. Nous sommes rassurés par ces mesures préventives adoptées par notre entreprise. Cela nous permet de continuer à travailler et partant d'assurer un revenu. Depuis le début de la crise sanitaire, les opérateurs économiques ont répondu présents aux exigences de prévention. Aujourd'hui, avec la réouverture des usines, l'application des mesures barrières s'avère tout aussi indispensable. Les responsables semblent confiants quant aux conditions de reprise de l'activité. Dans l'atelier, on a fait les mesures de distanciation, c'est-à-dire que les machines ont été espacées pour permettre à tout le monde de travailler dans de bonnes conditions. Après, à chaque fois, toutes les demi-heures, il y a quelqu'un qui passe avec le produit hydroalcoolique pour désinfecter les mains. Bien entendu, chaque poste de travail, le matin, en arrivant, la fille doit la nettoyer, la désinfecter au produit hydroalcoolique. Actuellement, ce 60% des effectifs sont en service. Cela a un effet sur le rendement. Auparavant, on produisait 1000 pièces par jour. Aujourd'hui, nous devons nous contenter de 400, 500 ou 600 articles par jour. Vigilance oblige. On espère que les choses vont se rétablir. Responsabilité et vigilance, tels sont les impératifs de la reprise de l'activité économique dans l'attente du déconfinement. Ces actions permettront à l'activité économique de reprendre ses droits tout en assurant la sécurité des employés. Le post-coronavirus fait l'objet de grands débats et de réflexions. Alors, comment redémarrer l'économie? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre les intervenants à la conférence organisée à Casablanca par la CGE. Un reportage, Sarah Gatir, Leila Asli et Ahmed Hamri.
Depuis avant-hier, l'activité économique reprend progressivement, un redémarrage qui permettra de freiner les dégâts considérables observés sur les entreprises et sur l'emploi. Les entreprises peuvent donc reprendre leurs activités à partir du moment où elles respectent strictement les mesures préventives et sanitaires. Et c'est pour présenter son plan de relance économique que la CGM a organisé aujourd'hui une conférence de presse à Casablanca. La CGM a proposé son plan de relance de l'économie nationale. Et il y a les objectifs les plus importants sont sauvegarder l'offre à travers les dettes à long terme, simuler de la demande via la promotion Made in Morocco et l'accélération et le maintien de la commande publique et aussi la mise en place des mécanismes de transformation de l'économie. Et pour faciliter la reprise, la CGM a mis en place 3 guides pratiques et un kit de formation au profit des entreprises habilitées à reprendre leurs activités. Pour nous, cette relance doit absolument s'inscrire dans le cadre d'un nouveau pacte entre l'État, le citoyen et l'entreprise, dont les mots d'ordre seraient la confiance, la transparence, l'efficacité et l'inclusion. À travers la mise en place de ces outils, la CGM vise à permettre aux entreprises, notamment les TPE et PME, d'appliquer les mesures préventives et sanitaires sur les lieux de travail. Dans le cadre de son programme d'appui à la réponse de Covid-19 par 19, la Banque africaine de développement approuve un financement de 264 millions d'euros au Maroc. Ceci dans le but de préserver notamment les emplois et promouvoir les conditions de la reprise économique. Écoutons Leila Farah Moukaddem, responsable pays de la BAD pour le Maroc. Le Covid-19 a déclenché une crise sanitaire, une crise économique et une crise sociale. Pour aider le Maroc à y faire face, la Banque africaine de développement vient d'approuver un financement de 264 millions d'euros. 3 objectifs. Le premier, c'est de protéger la population en renforçant davantage l'efficacité de la réponse sanitaire. À titre d'exemple, le nombre de centres hospitaliers agréés à pratiquer ou à réaliser les dépistages virologiques vont augmenter grâce à ce financement. Deuxième objectif, soutenir le pouvoir d'achat. Nous appuierons les efforts du gouvernement pour aider 4,3 millions de ménages du secteur informel et aussi 800 000 salariés affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le troisième objectif est de préserver les emplois et promouvoir les conditions de la reprise en facilitant l'accès au financement des auto-entrepreneurs et des très petites et moyennes entreprises. Nous attendons à préserver 75% des emplois qui ont été affectés par la crise. Je voudrais aussi souligner l'excellence de notre partenariat avec le Royaume du Maroc, qui est un véritable atout pour réussir la sortie de crise. Et au moment où je vous parle, nos équipes sont totalement mobilisées aux côtés des autorités. Le comité de veille économique porte à la connaissance des ménages du secteur informel que les réclamations effectuées sur le site internet www.tadamoncovid.ma depuis jeudi 21 mai ont fait l'objet au fur et à mesure de leur dépôt d'un traitement diligent tenant compte des nouveaux éléments de justification apportés par les réclamants. Ainsi, près de 2 millions de réclamations ont été enregistrées par les ménages du secteur informel. Au 27 mai, 800 000 demandes ont été acceptées, 400 000 ont été rejetées et 800 000 sont actuellement à l'étude. Pour les dossiers acceptés, des messages de retrait de l'aide provisoire seront transmis sur les téléphones portables des chefs de ménage à partir du jeudi 28 mai. L'épidémie mondiale du Covid-19 et le confinement pèsent sur l'activité économique, mais aussi sur le moral des citoyens. Cette sensation d'enfermement, qui a permis heureusement à notre pays d'éviter le pire, a malheureusement de réels effets psychologiques. Écoutons ces déclarations recueillies par notre équipe auprès de quelques citoyens à Rabat. C'était en début d'après-midi.
Nos vies ont changé avec le confinement. Je ne dirais pas que nous n'avons pas été affectés, mais je relativise. Il y a pire dans la vie. C'est une étape transitoire. Nous sommes en bonne santé et nous avons de quoi subvenir à nos besoins quotidiens. Et à mon avis, c'est ce qui importe. Le confinement m'a beaucoup affecté. Je suis la seule personne qui sort à l'extérieur dans ma famille et cela est très dur pour moi car je dois faire encore plus attention pour ne pas les exposer au virus. Ça, c'est très éprouvant. Mes enfants, eux aussi, subissent les effets du confinement. Leur quotidien a été complètement chamboulé. L'enfermement entre 4 murs les a rendus tristes. Le confinement a affecté notre cycle de sommeil. On dort plus la nuit vraiment. On a le cycle qui a changé. On dort plutôt le jour là et on est éveillé toute la nuit. Des fois, tu te réveilles en mauvaise humeur. Tu veux parler à personne. Tu veux juste sortir. On essaie de rester en contact avec nos amis. On fait des appels vidéo et tout, mais c'est pas vraiment la même chose que de les rencontrer, et de les avoir à des côtés et rencontrer la famille. Alors cela fait bientôt 3 mois qu'on est confinés. C'est pas évident. Ça a vraiment affecté notre morale, notre routine, notre vie quotidienne. On sort plus comme avant. Même les cours, on le fait en ligne, chose qu'on n'était pas vraiment habitué à faire. Et j'espère de tout mon cœur que cela va bientôt finir. Alors pour en parler plus longuement, nous sommes en duplex avec Monsieur Jalal Toufiq, professeur psychiatre, mais également directeur de l'hôpital psychiatrique Razi de Salé. Docteur ou professeur, bonsoir. Alors d'abord, y a-t-il d'après vous une recrudescence avérée de l'angoisse induite par le coronavirus, et pourquoi le coronavirus génère-t-il autant d'angoisse ? Écoutez, merci d'abord de m'avoir invité. Et si vous le permettez, je voudrais tout de suite saluer tous ceux qui travaillent contre cette maladie, cette Covid, enfin la Covid comme moi je me plais à l'appeler, puisque c'est la maladie du coronavirus 19. C'est masculin, des décideurs politiques, en passant par le médecin. Parce que le D, c'est maladie. D6, donc c'est maladie, c'est la maladie du coronavirus 2019. Donc moi je me plais à l'appeler la Covid, donc voilà. Mais je pense qu'on peut le faire de façon interchangeable. Donc je disais, je saisis l'occasion pour saluer tous ceux qui y travaillent donc pour lutter contre cette pandémie, les décideurs politiques, aux professionnels de la santé, les infirmiers, les médecins, vous l'avez dit tout à l'heure, les agents de nettoyage, les chauffeurs d'ambulance, les laborantins, enfin vraiment toutes les personnes qui sont impliquées. Ceci dit, effectivement, on voit énormément de troubles anxieux apparaître dans nos consultations, et ça a un indicateur indirect, certes, c'est pas une enquête population générale, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et notre société étant rien différente des autres sociétés, on a vu les troubles anxieux se multiplier par 3 en Chine, par 2 en Espagne, par 3 aux États-Unis. 50% de la population américaine dit être extrêmement inquiète, donc il n'y a aucune raison pour que notre société ne le soit pas. Et je pense que des études le démontreront. Donc il y a manifestement un impact, une angoisse extrêmement importante. On voit des troubles du sommeil s'installer, et de façon chronique, on voit des angoisses, on voit des appréhensions, on voit des inquiétudes, on voit des peurs s'installer, on voit des signes physiques manifestes secondaires de l'angoisse, on voit des signes comportementaux secondaires de l'angoisse, on voit des comportements alimentaires changés, on voit des comportements instinctuels, comme j'ai dit tout à l'heure, du sommeil qui changent, on voit de l'irritabilité, on voit de la colère, on voit de l'insécurité, et c'est extrêmement patent. Je veux dire, professionnel de la santé mentale. Alors maintenant, pourquoi c'est généré par la Covid ou par le coronavirus? C'est parce que le coronavirus est un paquet de questions. Et vous savez que l'être humain, la psychologie de l'être humain, a horreur des questions sans réponse. Alors, les questions d'abord par rapport à l'incertitude. On ne savait pas trop ce que c'était ce virus. On ne savait pas comment il se transmettait. Je parle du début. On ne savait pas quelle était sa contagiosité, quelle était sa létalité, combien de personnes il tuait. On ne savait même pas s'il y avait un remède ou pas. Il y avait beaucoup de choses dites et décriées par rapport au protocole thérapeutique. Donc on ne savait pas trop, on était dans le flou. Et l'être humain a horreur du flou. Et puis il y avait la peur qui s'est installée. Quand on a vu les premiers cas, quand on a vu les premiers décès malheureusement, quand on voit les restrictions, donc le confinement, quand on voit l'insécurité personnelle que ça peut entraîner, le chômage, la perte d'emploi. Quand on voit tout à l'heure, vous l'avez dit, cette distanciation physique, alors que l'être humain, lui, est né et créé pour justement interagir avec l'autre. Quand on voit les restrictions
qu'il y a des gens qui, pour eux, le déplacement est presque vital, on dirait. Quand on voit aussi le manque de visibilité, il n'y a pas pire pour la psychologie de l'être humain que de ne pas voir le bout du tunnel. Quand on ne sait pas trop comment cette pandémie, combien de cette pandémie va durer, est-ce qu'il y aura d'autres vagues, comment ça va évoluer, comment la courbe épidémique va évoluer, comment le virus va muter, tout ça, c'est des questions. Et donc, oui. Alors, professeur, alors comment faut-il faire pour remédier à tout cela ? D'abord, moi je pense qu'il faut continuer à avoir une hygiène de vie qui est bonne, parce qu'on sait que l'anxiété est une chose, le trouble anxieux est une chose. Quand on est angoissé, quand on est anxieux, il est tout à fait normal d'être anxieux. Par contre, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dont la résilience, cette solidité psychologique n'est pas suffisamment, on va dire, assise, et qui vont basculer vers les troubles anxieux. Alors pour ne pas basculer vers les troubles il faut dormir tôt, il faut dormir suffisamment longtemps, il faut faire une activité physique, il faut absolument s'occuper pendant le confinement, il faut découvrir d'autres choses pendant le confinement, et il faut surtout pas focaliser sur les réseaux sociaux. Moi je le dis, je le répète, parce que des études sont là pour dire que les réseaux sociaux ont eu un effet multiplicateur hypertrophiant dans l'angoisse et des troubles anxieux, et ont même été déclencheurs des troubles anxieux. Donc il faut surtout pas, il faut aller vers les news une fois par jour pour voir ce qui se passe, pour voir un petit peu quelles sont les nouvelles consignes des autorités, mais il faut aller vers les news qui ont des sources fiables, notamment le ministère de la Santé. Mais il faut absolument se soustraire de ce stress extrêmement important des réseaux sociaux avec une panoplie de fake news. Donc, professeur, la deuxième vague ne sera peut-être pas celle donc du Covid-19, mais plutôt celle du risque des séquelles psychologiques. Parlons d'un autre type d'angoisse, celle des personnes qui craignent le retour à une vie normale après le déconfinement. Alors, comment peut-on expliquer cela ? Alors d'abord, votre remarque est très pertinente, je me permets très rapidement de le dire. Rappelez-vous le 11 septembre. Le 11 septembre, les états de stress post-traumatique du 11 septembre, on les a vus le pic de ces états de stress post-traumatique, on les avait à New York, 2 à 3 ans après l'avènement du 11 septembre. Donc la Covid-19 est un stress chronique. Tous les stress chroniques, contrairement au stress aigu, tous les stress chroniques qui durent dans le temps vont avoir des effets extrêmement importants, notamment des états post-traumatiques. Les gens qui vont se réveiller la nuit en pensant être infectés de Covid-19, même dans quelques mois, même dans quelques années. C'est pour ça que vraiment, j'insiste pour qu'on ait un registre des gens qui sont infectés, des gens qui sont venus pour se faire tester, des accompagnements, des personnes qu'on a vu passer, parce que ces gens-là pourront peut-être avoir des répercussions anxieuses sur le long terme et qu'il va falloir repérer. Maintenant, le post-déconfinement, effectivement, les anxieux sont dans l'appréhension anticipatoire de tout. Donc on anticipe et on appréhende tout, on est inquiet par rapport à tout, même pour le déconfinement, parce que le déconfinement veut dire contact avec les autres personnes, risque d'infection, de contamination. Donc il y a des gens qui ont très peur aujourd'hui de sortir par risque de contamination. Donc il faut absolument, encore une fois, faire de l'éducation de la population générale en insistant sur les mesures barrières et en essayant de rassurer les gens dans les discours et notamment dans les discours des décideurs politiques. Alors professeur, les enfants sont aussi très affectés par ce confinement. Que pouvez-vous nous dire ? Alors d'abord, les enfants ont une résilience qui est supérieure à celle des adultes. Les enfants sont dans une pensée concrète, ils ne sont pas encore dans la pensée abstraite, donc ils n'arrivent pas à ce que c'est que la mort, ce que c'est que le danger, ce que c'est que la contagiosité, ce que c'est que la réanimation, ce que c'est d'être intubé, etc., ce que c'est que de perdre son travail. Donc les enfants ont une résilience. Les enfants, ce qui les embête, c'est surtout les restrictions. C'est surtout les changements du mode de vie. C'est surtout voir et entendre les parents être inquiets. Voilà ce qui impacte les enfants. Donc de garder une vie au maximum, le plus possible, similaire à la vie normale, en ayant des cours, donc suivre les cours normalement, en interagissant avec les enfants. Vous savez, c'est une opportunité extraordinaire. Moi, je dis toujours que la pire des choses dans une société, c'est des parents absents. Alors, vous imaginez, les parents aujourd'hui sont présents, mais il faut qu'ils le soient aussi qualitativement, mais pas que quantitativement, pardon. Il faudrait absolument qu'ils puissent interagir de façon positive avec Professeur, échanger avec eux et surtout passer du bon temps avec eux. Professeur, nous nous excusons un petit peu de ce problème technique. Alors, autre question, comment aider ces enfants à surmonter cette crainte ? Donc je disais, il faut qu'on soit dans une sorte de réassurance permanente. Il
faut absolument que nous profitions de cet échange et de cette présence aujourd'hui pour qu'il soit une présence plutôt qualitative que quantitative. Il faut qu'on soit à l'écoute de ces enfants. Il faut qu'on puisse les soustraire des réseaux sociaux, qu'on puisse les soustraire de ces méfaits, un petit peu des annonces et de cet effet un petit peu dramatisant parfois et hypertrophiant l'angoisse et la mort corrélée au coronavirus. Jalal Toufiq, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes professeur psychiatre et directeur d'hôpital psychiatrique Razi à Salé. Merci. Zoom aujourd'hui sur une profession dont les employés travaillent avec la même cadence depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les agents de nettoyage sont sur tous les fronts pour faire briller nos rues. Une mission qui n'est pas de tout repos, des efforts colossaux, une chaleur étouffante et surtout le risque de contracter le virus. C'est un reportage de Adnan Larras et Nissina Ouzdar. Ils ont passé une demi-journée au plus près de Brahim Ben Cheikh, un agent de nettoyage exerçant à Rabat. Regardez. Nous sommes à Haïl Farah. Il est midi. Le temps pour Brahim de quitter son domicile pour se consacrer à sa tâche quotidienne. Avant de sortir sa moto, il a déjà pris le soin de porter son masque et de mettre son gel désinfectant dans son petit cartable. Mais les mesures barrières occupent tellement son esprit qu'il a fini par oublier un autre accessoire ultra important. Son casque de sécurité routière. Il rebrousse tout de suite chemin pour le récupérer. Ensuite, un petit échange de courtoisie avec le vendeur du coin. Une chose est certaine, Brahim a un grand capital sympathie dans tout le quartier. C'est parti pour un trajet de 10 minutes avant d'arriver au dépôt de la société pour laquelle il travaille, depuis 12 ans déjà. Avant cela, cet agent de nettoyage de 42 ans avait porté la casquette du jardinier. La distanciation physique est tout à fait respectée. L'homme attend son tour. À l'entrée, test de température, questionnaire oral et un briefing express pour rappeler les consignes sanitaires de base. Il est 13h. Brahim peut enfin démarrer son activité. Point de départ, avenue Ahmed Rida Gdira, Haïn Nahda. Le soleil tape très fort. Le métier est éprouvant. Il nécessite de grands efforts physiques et un fort mental en ces temps de pandémie, puisque le risque de contracter le virus n'est jamais exclu. Ibrahim balaye, nettoie et astique. La mission est loin d'être simple, mais elle est très gratifiante, nous confie-t-il. Je me plie aux règles sanitaires de base pour me protéger et protéger ma famille. Ces réflexes font désormais partie de ma routine quotidienne. Travailler en temps de pandémie n'est certes pas chose aisée, mais c'est une mission noble que j'exerce avec beaucoup de fierté pour maintenir la salubrité publique. C'est un devoir national. De l'autre côté de l'avenue, un masque, un tube de désinfectant et d'autres déchets nuisibles jonchent le sol, malheureusement. Pourtant, il y a à peine quelques heures, les collègues de Brahim sont déjà passés par là. L'homme est irrité, il a un message à passer aux promeneurs irresponsables. Ce genre de comportement nous stresse beaucoup durant l'exercice de nos fonctions, car ces déchets sont très nocifs. Très sincèrement, nous le prenons comme un manque de considération et de respect à notre égard. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour lancer un message à tous les citoyens. Aidez-nous, soyez plus responsables. Tout comme Brahim, ils sont des centaines d'hommes et parfois de femmes à braver le danger chaque jour pour que nos extérieurs soient clean. C'est moi qui suis le balayeur, je balaye les rues de ma ville. Ils sont en première ligne aussi dans ce combat contre le coronavirus. Remercions-les, sourions-leur et surtout facilitons-leur la tâche.
fait jamais. Et on les salue vivement. On passe à la météo à présent. Le temps chaud persistera encore jusqu'à demain, annonce la direction de la météorologie nationale. Temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieures, le Saïs, le Souss, le sud-est et le sud du pays. Temps stable avec ciel clair un peu nuageux ailleurs. Pour ce qui est des températures prévues demain, elles oscilleront entre 23 et 43 degrés, 19 à 24 degrés sur les reliefs de l'Atlas et la Méditerranée, 24 à 29 degrés sur l'oriental près des côtes atlantiques, 30 à 35 degrés sur les plateaux de Phosphate et d'Oulmès, les versants sud-est et les régions centres, 35 à 40 degrés sur le Saïs, les plaines intérieures, le Souss et le nord des provinces du sud, et 40 à 43 degrés sur les extrêmes sud et sud-est du pays. Et à présent, une petite échappée pour respirer un peu d'air frais en ces temps de forte chaleur. C'est au Val de Oued Tizguit. C'est dans le Moyen Atlas que nous irons. Sa diversité floristique et phonique en font un lieu privilégié pour les écotouristes. Un site d'intérêt biologique reconnu, site Ramsar depuis mai 2019. Ahmed Fadeli, Nessil Hamdaoui. De loin, on se plaît à observer du vert à perte de vue. Et au beau milieu de ce site, on se laisse bercer par une belle mélodie qui coule de source. Bienvenue dans le Val d'Oued Tizguit à Ifrane. Cet écrin de biodiversité célèbre le printemps. Cette fois-ci, loin du regard des passionnés de Dame Nature. Ce site vient d'être intégré au site Ramsar au mois de mai 2019. Donc ce site est caractérisé par sa contenance de plusieurs espèces, aussi bien floristiques que faunistiques. On peut trouver jusqu'à une trentaine d'espèces végétales et plus de 70 espèces animales. Les graines de pissenlit volent ici et là. Elles offrent l'un des plus beaux tableaux que la nature façonne en cette saison. Au plus profond de ce site, les oiseaux se font une place dans un calme que seul interrompt le bruit de l'eau qui coule en cascade. De point de vue hydrologique, donc le site il contribue donc à la recharge de la nappe phréatique et ceci vu les neiges, les quantités de neige qui tombent pendant l'année, pendant la saison d'hiver, et aussi les caractéristiques des terrains qui sont des terrains calcaires et qui permettent la perméabilité de l'eau vers la nappe phréatique. À quelques jours du déconfinement, le Val d'Oued Tizguit promet à ses amoureux un si grand bouquet aux couleurs de la vie. Voilà, c'est avec ces très belles images de la nature que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablou. À bientôt.